Salut à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle je vais parler de la manière dont je trouve mes idées. Alors, un peu plus précisément, c'est pas vraiment la manière dont je trouve mes idées d'achat, c'est la manière dont je trouve en fait mon univers d'investissement. C'est vraiment important, selon moi en tout cas, d'avoir un univers d'investissement et pas à un moment d'aller choper une société chinoise un peu au hasard, etc. Pourquoi ? Parce qu'il existe à peu près 4000 valeurs dans le monde qui correspondent aux pays dans lesquels j'investis et à la capitalisation boursière en dessous de laquelle j'ai pas envie de descendre. Ouais, c'est vraiment à la louche, mais c'est 4000 valeurs. Je ne peux pas analyser ces 4000 valeurs pour trouver les 100 meilleures et ensuite, dans ces 100 meilleures, trouver le meilleur timing pour les acheter et avoir 20 ou 30 sociétés en portefeuille. Et ce n'est pas la manière dont je fonctionne parce que ce serait impossible. J'aurais 200 analystes, peut-être que je pourrais le faire, je suis tout seul, donc je ne marche pas comme ça. Ma première étape, c'est de passer de 4000 actions à environ un univers d'investissement de valeurs que je considère de bonne qualité, univers d'investissement de 100, allez peut-être maxi 150 valeurs. Et ensuite, celles-ci, c'est des valeurs dans lesquelles j'ai globalement confiance, dans lesquelles j'ai fait 80% du boulot, si vous voulez. Il y a encore des trucs que je connais pas réellement. Le timing n'est pas forcément bon, il y en a qui valent beaucoup trop cher dans ces sociétés, il y en a pas mal qui valent beaucoup trop cher d'ailleurs, mais c'est pas grave, je les suis. Quand je vois un article qui tombe dans le journal, je le lis forcément. Quand je vois une info qui tombe, je la regarde, etc. Et c'est beaucoup plus simple pour moi quand je lis le journal tous les matins ou peu importe ce que je lis, plutôt que de me dire il faut absolument que je lise tout, surtout, au moins je me consacre uniquement à cet univers d'investissement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'aurais peut-être dû commencer la vidéo par ça, c'est que cette vidéo, et comme les suivantes d'ailleurs, a un partenariat avec le meilleur site boursier que j'ai trouvé en France, c'est tout simplement Zone Bourse, vous vous en doutez. Et pourquoi j'ai un partenariat avec Zone Bourse ? C'est bien sûr pour financer cette chaîne. Et en fait, c'est un peu un win-win parce que vous trouverez en description de cette vidéo un lien qui vous permet d'avoir 25%, qui est uniquement pour les personnes qui me suivent, un lien qui permet d'avoir 25% sur les abonnements annuels chez Zone Bourse. Et utilisez bien le lien qui est sous la vidéo pour deux raisons. Je pense que vous les connaissez. La première, c'est que ça vous permet justement d'avoir ces 25% que vous n'aurez pas si vous allez en direct sur le site. Et la deuxième, c'est que je touche une commission qu'on appelle affiliation, business model bien connu sur YouTube. Voilà, donc je vais parler maintenant de toutes les manières que j'ai d'essayer de choper des idées comme ça qui vont à la fin se terminer dans mon univers d'investissement. La première, elle est évidente. C'est toutes les sociétés qui sont les plus importantes. Donc là, je prends ici le MSCI World Composition. Donc c'est évident pour vous comme pour moi qu'on connaît Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Alphabet, etc. Quasiment toutes celles-là, à part des peut-être Exxon que je vais virer, etc. À peu près toutes les entreprises les plus grosses du monde font partie de mon univers d'investissement. C'est pas les 100 premières, mais en tout cas, on va dire peut-être les 20 premières, elles en font partie. Une autre raison, c'est déjà parce qu'elles sont grosses, mais elles sont pas grosses pour rien, elles sont grosses parce qu'en général, ce sont de super boîtes. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Et il y en a beaucoup de personnes qui me disent « Mais pourquoi tu es tout le temps sur les plus grosses capitalisations boursières mondiales ?» Bah oui, mais parce que c'est là qu'on a les plus belles boîtes, tout simplement. Et on a beaucoup plus de chances de choper des bonnes boîtes en prenant au hasard Alphabet, Visa, Nestlé, Mastercard, Home Depot, Merck, etc. On trouve beaucoup plus de bonnes boîtes de qualité là-dedans que si vous allez en bas de la liste et de prendre la 5000e entreprise du monde ou la 3862e qui aura beaucoup plus de chances d'être une boîte moyenne qui n'a pas réussi à être la meilleure dans son domaine, qui n'a pas réussi à accroître ses produits en dehors d'une niche spécifique, etc. Donc déjà, premier critère, un peu évident, désolé de vous le rappeler, mais c'est les plus grosses. Voilà. Ensuite, ça va être celles dont j'utilise les produits. Par exemple, ça aussi, c'est assez évident. On ne fait pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes hobbies, etc. Moi, par exemple, j'aime bien le sport, et en sport, j'utilise du matériel en termes de montres, de matériel connecté, etc., du matériel Garmin. Donc, assez naturellement, quand on s'intéresse à la bourse et qu'il y a un produit qui nous plaît, on va regarder la boîte en question. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, en plus, il se trouve que c'est une boîte américaine, capitalisation de 20 milliards, PER correct aujourd'hui, avec des finances, je vous laisse, on ne va pas passer au travers, mais des finances qui sont saines, qui sont plutôt intéressantes. Donc déjà, elle est dans le haut du panier, on voit qu'elle a des bonnes marges. Bref, je ne vais pas faire l'analyse de Garmin ici, mais c'est une belle boîte que je n'ai pas en portefeuille, mais qui peut très bien, comme ça, être dans ma watchlist, parce qu'elle va répondre à mes critères. Et je trouve qu'en plus, comme je connais le produit, c'est un plus, c'est ça qui m'a amené qui m'a donné l'envie en fait de l'analyser.
Donc ça, c'est la deuxième moyen, si vous voulez, pour les plus grosses en premier. Ensuite, tous les produits que j'aime, voilà, ça peut être, je sais pas, vous aimez beaucoup Netflix, vous aimez beaucoup une boutique particulière, vous commandez sur tel site, peu importe. Regardez, est-ce qu'il est coté en bourse? Sinon, c'est pas grave. Si oui, vous pouvez regarder un peu si ça peut être une belle boîte. Troisième moyen, c'est un peu le même principe, mais quand on parle à des gens qui sont des spécialistes dans un domaine. Par exemple, je sais pas, vous parlez à un médecin, vous parlez à un pharmacien, vous parlez à quelqu'un qui est, je sais pas, n'importe quel domaine, un informaticien, etc. Ils peuvent vous donner des idées. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si on parle voiture, par exemple, tout le monde, que vous aimiez plutôt ou pas du tout les voitures ou énormément, quand même, vous avez déjà une base de connaissances. Par exemple, de manière assez instinctive, vous savez les différences qu'il y a entre Renault et Mercedes. Vous connaissez la différence qu'il y a entre Mercedes et Ferrari. Et même au sein d'entreprises qui vont être relativement similaires, comme par exemple, ou des marques relativement similaires comme BMW, Mercedes, Audi, même vous, dans votre esprit, vous voyez déjà un petit peu, en termes de prix, un petit décalage, en termes de peut-être d'innovation, en termes de... Bref, sur ces domaines-là qui sont vraiment du B2C, qui sont business to consumer, dont vous êtes susceptible d'acheter les produits, vous avez une certaine connaissance. Mais après, par exemple, quand on parle du cloud, une entreprise qui va avoir, parce que oui, il y a du cloud pour particuliers, etc., vous allez être sur iCloud, etc., mais il y en a certains qui sont vraiment dédiés aux professionnels. Quand on parle du cloud d'AWS, d'Amazon ou de Azure, la suite Azure chez Microsoft, etc., c'est des trucs de professionnels. Donc quand vous parlez à quelqu'un qui est un professionnel du secteur, il peut vous dire, voilà, nous, on est passé de Azure à AWS pour telle et telle raison, etc. On évite absolument ça, ou machin a mauvaise réputation, etc. Et ça peut être dans tous les domaines. Par exemple, mon beau-père qui est agriculteur, quand je parle tracteur avec lui, il fait une très énorme distinction entre certaines marques, entre les John Deere, donc qui est coté aussi aux États-Unis, et qui est d'ailleurs aussi pour une boîte intéressante à connaître et à surveiller, 110 milliards de dollars, hein, c'est assez énorme. Et puis pareil, quand on regarde les chiffres, c'est une belle boîte, voilà, qui répond à pas mal de mes critères et qui pourrait aussi potentiellement faire partie de ma watchlist, de mon univers d'investissement, si vous voulez. Donc voilà, et c'est très intéressant. En plus, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais voilà, quand vous parlez à des professionnels, quel que soit le domaine, au final, en fouillant un peu, vous allez toujours tomber sur des boîtes cotées qui sont intéressantes. Après, beaucoup plus rarement, ça va être par exemple en lisant un article de journal ou peu importe une news et je vais voir un business model intéressant, ils vont citer une boîte, etc. Je vais aller la chercher, mais honnêtement, dans ma vie comme ça un peu de tous les jours, entre guillemets, c'est principalement les grosses boîtes, celles dont les produits me plaisent et celles dont les professionnels peuvent me parler en disant ça, vraiment chez nous, dans notre domaine, du matériel de laboratoire scientifique par exemple, cette boîte-là, c'est vraiment tout le monde est équipé avec les mêmes modèles, etc. Pareil à l'hôpital ou autre, c'est comme ça qu'on entend parler de boîtes intéressantes. Et je vous le dis, les actualités, les journaux, etc., en fait, c'est très rarement le cas. Toute cette partie-là, c'est pas forcément là où j'ai les boîtes les plus intéressantes, très honnêtement. C'est surtout dans les trois prochaines idées qui me permettent d'avoir les boîtes les plus intéressantes. La première, ça va être les portefeuilles zone bourse. Vous savez, pour certains abonnements zone bourse, vous avez accès au portefeuille zone bourse, donc européen, américain et asiatique, et vous recevez en temps réel les ordres que fait l'équipe de gestion de zone bourse. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'hésite, je suis pas fan d'être investi dans un fonds parce que je maîtrise rien. Là, c'est en fait comme si j'étais investi dans un fonds, sauf que c'est à moi de passer les ordres et donc je décide ou non de passer des ordres. Il y a des trucs, c'est pas trop, typiquement la boîte ne fait pas partie de mon univers d'investissement, je vais pas suivre. Et puis une autre fois, comme ce qui est arrivé vendredi dernier, nouvelle rentrée dans le portefeuille Europe, ça m'a plu, c'est une valeur que je suivais, que j'avais un peu mis de côté, un peu oublié, etc. Et donc j'en ai profité pour rentrer en même temps. Donc voilà, les portefeuilles zone bourse, ça me donne pas mal d'idées d'investissement aussi. Un peu dans le même style, mais avec beaucoup plus de délai. Ce que je fais énormément, c'est de suivre les fonds d'investissement, mes fonds d'investissement préférés, donc souvent des hedge funds. Alors, il y a deux moyens de suivre les fonds. Déjà, il faut en connaître. Alors, c'est vrai que ça demande un peu de temps. Si vous êtes vraiment débutant en bourse, vous ne connaissez pas spécialement des fonds, des gérants connus, à part vous connaissez Warren Buffett, etc. Donc voilà, donc vous pouvez peut-être suivre un peu... de manière un peu facile le portefeuille de Warren Buffett. C'est pas forcément ce que je vous conseillerais en premier parce que on sait que ils sont beaucoup moins flexibles, agiles qu'avant, les équipes de Berkshire Hathaway. Et puis surtout, ils ont un portefeuille qui est très
très rigides, en fait, ils vendent quasiment plus rien, etc. Donc c'est pas forcément le fond, le principal fond ou holding à suivre. Donc je disais, il y a deux manières de faire. La première manière, ce sont des sites qui vont suivre soit ce qu'ils appellent les gourous, soit ce qu'ils appellent les whales, etc. Mais donc les gros investisseurs, il y a pas mal de sites comme ça. Qu'est-ce que j'avais noté pour vous? Il y a Edgefollow, il y a Guru Focus, il y a Whale Wisdom, etc. Là, je suis sur un site qui s'appelle valuesider.com et vous voyez des portefeuilles comme ça, enfin des portefeuilles des gérants avec leur montant sous gestion et vous voyez qui a acheté, qui a vendu, etc. Alors, moi, je n'y vais pas au hasard. Je ne suis pas tout le monde comme ça, les yeux fermés. Pourquoi? Parce que dans les hedge funds, il y a beaucoup de fonds qui vont être des fonds, par exemple, quantitatifs, basés sur des algorithmes ou basés sur des méthodologies qui ne sont pas du tout la mienne, comme Cathie Wood et puis ses fonds ARK. Ce n'est pas du tout ma manière d'investir, donc je ne surveille pas du tout ce qu'elle fait, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas regarder donc, les gros fonds du type Citadel, Bridgewater, etc., parce qu'ils ont des énormes portefeuilles, beaucoup de quantitatifs à l'intérieur. Donc s'ils se mettent à acheter du Nestlé, je ne sais pas du tout s'ils achètent juste Nestlé, s'ils sont en train d'acheter du Nestlé parce qu'ils shortent Danone derrière, s'ils achètent du Nestlé parce que... Enfin bon, je n'ai aucune idée en fait, et comme il y a beaucoup de... Le portefeuille, c'est pas juste une valeur dans ces boîtes-là, c'est souvent des algorithmes qui mélangent un nombre de valeurs importantes. Ça ne fait aucun sens d'acheter juste l'une de ces valeurs. Donc voilà, j'élimine vraiment tout cela. Je suis beaucoup de fonds qui sont plutôt value, vraiment des gens qui analysent les boîtes, qui cherchent des boîtes de qualité, pas chères, etc. Et c'est là où ça peut me donner des idées. Alors je vous avais mis une petite liste. Voilà des fonds que je suis, donc Berkshire Hathaway, oui, je suis, Appaloosa Capital, etc., Third Point, Greenlight Capital, David Einhorn, très intéressant aussi, Oaktree Capital, je lis les mémos de Howard Marks qui sont très, très inspirants. Après, il y a des fonds qui ne communiquent pas beaucoup, par exemple Himalaya Capital de Lilou, c'est un très grand investisseur avec vraiment des rendements incroyables, mais il n'y a quasiment pas d'informations de sa part. Après, il y en a d'autres qui publie par exemple Sequoia Capital. Donc là, qu'est-ce que c'est? Crescat Capital. Non, ça je lis ce qu'ils mettent, mais c'est beaucoup pour des données macro. J'avais mis Third Point, voilà, un exemple de fact sheet de Third Point. Ils communiquent pas beaucoup, ils expliquent pas beaucoup dans quoi ils investissent, mais on voit qu'il y a leur principale position longue, il y a leurs principaux gagnants, principaux perdants depuis le début de l'année, mais il n'y a pas vraiment d'explication de leur mouvement. Mais n'empêche que ça peut donner une envie de regarder, je vais regarder Ferguson, je vais regarder Salesforce, etc. Juste pour, voilà, si on est en manque d'idées, ça peut être intéressant. Mais je vous parlais de Sequoia. Effectivement, si vous allez sur le site de Sequoia, par exemple, vous allez dans Communication et vous allez voir les différentes lettres, fact sheets ou autres qui ont été publiées. Alors, si vous prenez, je l'avais quelque part, la lettre... C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est autre chose, c'est Fundsmith. Mais il y a aussi des présentations, par exemple. Là, c'est la présentation aux investisseurs de Sequoia, donc qui date de mai, mais ça peut vous paraître vieux, mais pour ce type de fonds qui sont vraiment des fonds long terme, en fait, ça ne pose aucun problème de regarder quelque chose qui est de ce type-là. On voit que Sequoia, typiquement, ils ont une mauvaise passe depuis la fin 2021. Est-ce que pour autant, j'arrête de suivre Sequoia? Non. Ça m'intéresse de savoir quelles sont leurs premières positions. Alphabet, Liberty Media, Constellation Software, etc. United Health. Et puis, parfois, donc là, il y a cette présentation, donc ce sont principalement des slides, mais il y a aussi le transcript. Donc par exemple, si ça m'intéresse de savoir ce qu'ils disent sur United Health, qui est par exemple une des positions de mon portefeuille, voilà, je peux faire un CTRL-F, je l'avais déjà fait tout à l'heure, United, et je regarde la partie où il parle de United Healthcare. Voilà, vous pouvez taper aussi le ticker, parce que certaines fois, ils mettent le ticker, et je sais ce que pensent, voilà, quelle est leur thèse, où ils en sont, etc., dans leur thèse d'investissement. Donc ça peut être intéressant. Et typiquement, vous voyez ici, c'est Fundsmith, juillet 2023. Fundsmith, donc c'est le fonds de... Comment il s'appelle déjà? Terry Smith. Et c'est typiquement dans ce fonds que j'avais trouvé, il y a quelques temps déjà, l'idée d'investissement sur Mettler Toledo, parce qu'il y avait des sociétés que je connaissais, on connaît voilà, pas mal de ces sociétés-là. Après, typiquement, Mettler Toledo, autant Estée Lauder, c'est une compagnie qui était dans mon univers d'investissement depuis longtemps, que j'ai eu en portefeuille, etc., mais qui est sortie de mon univers d'investissement parce que c'est plus une boîte de qualité. Autant Mettler Toledo, elle est restée pendant longtemps, depuis que je l'ai découvert chez Fundsmith, c'est resté dans mon univers d'investissement. Je l'ai acheté. Je ne vous cache pas que ce n'est pas mon meilleur
mon meilleur investissement, mais en tout cas, c'est pas mon meilleur investissement dans le sens où c'est une super boîte, mais que j'ai acheté un petit peu cher. Heureusement, j'ai encore pas mal de marge pour l'augmenter, mais ça m'a fait découvrir cette boîte qui est très intéressante. C'est quoi, c'est MTL? Non. C'est MTD, le ticker, voilà. Et c'est typiquement le genre de boîte, si Fundsmith ne l'avait pas en portefeuille, je n'aurais pas découverte. Voilà. Et ils sont spécialisés dans la conception, fabrication d'instruments de précision. Donc, ils sont beaucoup dans des instruments de mesure, principalement pour la peser, par exemple, ou bien pour du calcul de pH, etc. Donc, ils sont dans plein de laboratoires dans le monde. Ils sont dans plein de sociétés qui vont faire la qualité pour peser les produits, être sûr d'avoir toujours le bon calibrage, etc. Et cette boîte-là, je ne l'aurais pas connue sans Fundsmith. Donc, c'est typiquement, voilà, quand je vous dis c'est pour trouver des idées, c'est pour trouver ce genre de boîte. Et il y en a plein comme ça que j'ai découvert, mais même Karl Marx, là, qu'on a vu, je ne sais plus chez qui, on l'a vu, ça devait être chez... oui, ici, elle a été possédée, ça fait des années qu'elle est possédée par beaucoup de hedge funds. Donc, Karl Marx, j'ai découvert il y a des années dans le portefeuille de je ne sais plus quel fonds, mais depuis, je la suis. Alors, je vous ai montré quelques méthodes pour avoir des idées d'investissement. Mais, il y a un gros mais, c'est qu'en fait, si vous y réfléchissez un petit peu, toutes les idées que j'ai fournies ont un biais. Pourquoi ? Déjà, on a parlé des plus grosses boîtes en premier. Ok, mais quel est le biais des plus grosses boîtes ? C'est tout simplement que ce sont les boîtes les plus détenues par définition. Apple qui fait, je ne sais plus combien, 2800 milliards de capitalisation boursière, par définition, ça veut dire qu'elle est plus détenue que toutes les autres boîtes du monde. Et c'est vrai, comme ça, toutes les plus grosses boîtes, elles ont plus d'actionnaires que les autres. On est dans le même mouvement, on suit le marché. Enfin, plus on est investi dans les plus grosses boîtes du monde, plus on suit le marché. Ce sont forcément des produits qui sont très visibles, dont on entend beaucoup parler, etc. Donc on a déjà un biais on est déjà un peu acquis à leur cause parce que ce sont les plus grosses boîtes du monde. Ensuite, je vous ai dit celles dont on utilise les produits. On est forcément hyper biaisé quand, moi je vous parlais de Garmin, j'utilise ma montre Garmin, etc. Plusieurs fois par semaine. Donc forcément, je suis biaisé, je trouve que leur produit est bien, etc. Ensuite, je vous avais dit parler à des spécialistes. Mais à nouveau, c'est biaisé. L'informaticien qui me dit le cloud de telle boîte est mieux que celui-là et au niveau de la cybersécurité, telle boîte elle est nulle, machin et tout. C'est hyper biaisé parce que eux, ils me parlent du produit. Et même moi, quand j'utilise un outil ou un objet, je trouve que c'est un bon produit. Mais c'est pas pour ça que la boîte est bien. On peut avoir des produits qui sont moyens avec des boîtes de qualité. Le plus souvent, on a un bon produit avec une boîte de qualité, mais un bon produit peut être vendu par une boîte qui est très mal gérée, une boîte qui est endettée, qui ne va pas dans la bonne direction, qui ne sait pas se renouveler, qui est en train de se faire disrupter, etc., etc. Donc là, on voit, on n'a que des biais. Ensuite, l'âge classe, portefeuille zone bourse et prendre les idées des fonds, dans le fait, mais c'est accepté évidemment, dans le fait qu'on est aussi biaisé parce qu'on sait que la position a été prise par quelqu'un qui a réfléchi, qui a analysé, etc., et quelqu'un en qui on a confiance, parce que que ce soit les portefeuilles zone bourse ou les hedge funds, ce sont des investisseurs qui ont eu de bonnes performances. Vous savez, pour les portefeuilles zone bourse, ils ont régulièrement battu le marché depuis qu'ils ont été créés. Et pour les hedge funds, ceux que je regarde, ce sont des fonds qui, historiquement, ont aussi battu le marché. Donc, on a forcément un certain biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est une belle boîte, déjà d'office parce qu'elle est achetée par quelqu'un qu'on apprécie, je sais pas, Warren Buffett par exemple, et ensuite, on va avoir tendance, mais vraiment de manière complètement inconsciente, on va avoir tendance à justifier cette information-là. On va se dire, s'il l'achète, oui, c'est pour ça, bien sûr, elle a un super rendement sur retour sur capital. Ah oui, bien sûr, elle a une elle a une très bonne situation financière, etc. Et on ne va pas forcément aller chercher la contradiction parce qu'on est déjà un petit peu convaincu ou même complètement convaincu de l'achat. Et c'est là où on en vient à probablement le meilleur moyen de trouver des idées d'investissement, et ça c'est le stock screener. Les stock screeners, celui de zone bourse ou d'autres, même si forcément moi j'utilise celui de zone bourse. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant par rapport à toutes les autres méthodes dont j'ai parlé? C'est que cette fois-ci, on n'a plus aucun biais. En fait, on n'a plus aucun biais. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne, je prends Europe, Amérique du Nord, au-dessus d'1 milliard de capitalisation, chacun son truc, mais moi c'est ça. Puis on y va. Je veux de la croissance des revenus, je veux de la croissance des bénéfices, je veux beaucoup de profitabilité. Parmi les meilleurs de leur catégorie en profitabilité. J'évite aussi les moins bonnes situations financières.
souvent, je ne touche pas aux critères de valorisation. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, je n'utilise pas le PER, je n'utilise pas le price to book, je n'utilise pas le price to free cash flow, je n'utilise pas un peu tout en fait, hein, un peu tout ce qui concerne la valorisation, etc., etc. Donc, je mets mes différents critères. Moi, je vais être très agressif justement pour limiter au maximum. Donc là, il ne me reste plus que 235 sociétés. Donc, je vais monter un peu la CAPI. C'est vraiment pour exagérer. Donc voilà, l'avantage ici, c'est que ça m'enlève mes biais en fait. C'est-à-dire que là, je regarde et je me dis, tiens, mais Inditex par exemple, Inditex, c'est typiquement le genre de boîte que je ne vais pas regarder d'habitude. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui ne m'intéresse pas, c'est du textile. Alors même s'ils ont des marques qui cartonnent, hein, ils ont Zara, Massimo Dutti, etc. Enfin, surtout Zara, la marque principale, c'est Zara. Mais c'est bien de se dire, tiens, cette boîte-là, c'est une bonne boîte. Après, est-ce que je la mets ou non dans mon univers d'investissement, dans ma watchlist que je vais surveiller après ? Bon, il se trouve que la réponse est non, parce que définitivement, je n'aime pas le secteur. Mais une des choses qui est intéressante, c'est que je n'aime pas le secteur, notamment parce qu'il a des faibles marges. Et c'est pour ça que j'aime pas le secteur du textile, tout comme la distribution, etc. Et là, grâce au stock screener, je vois qu'il a une marge d'exploitation de 18%, marge nette de 14%. Donc le stock screener, il permet de m'enlever des idées que j'ai dans la tête qui sont fausses. Et l'exemple que j'ai pris là, il est vraiment fait en live, donc je ne pensais pas du tout à Inditex, et ça reste une surprise pour moi de voir ça. Donc vous voyez, je vais revenir sur le stock screener, hein, mais ça permet comme ça de s'enlever des barrières qu'on a dans la tête. Beaucoup de personnes, par exemple, vont critiquer Meta, n'empêche que quand on regarde les chiffres de Meta, ça reste encore une boîte qui crache énormément d'argent, voilà, et qui est très saine. Donc, gros intérêt du stock screener, c'est ça. Et ce qui est sympa aussi pour le stock screener, c'est que ça évite de perdre du temps. Ça évite de perdre du temps sur des sociétés qui sont, qui ont un critère qui est mesurable, un critère quantitatif et dont on ne veut pas. Faible CAPI, trop de dettes, etc. On fait bouger le curseur et ça vire toutes ces sociétés-là. En fait, moi, je vois vraiment le stock screener. C'est pas de prendre les meilleurs, hein, mon but. Là, c'est d'enlever les moins bonnes et de ne pas perdre du temps sur les 4000 valeurs dont je vous parlais au début, de ne pas perdre du temps à étudier une valeur pour finalement, au bout de 3 heures de recherche, me rendre compte, mais il y a la dette, mais c'est ça la dette. Ah oui, mais ok, là, je vire, la dette est beaucoup trop lourde, etc. Il y a des choses comme ça qui sont facilement faisable, sauf qu'il faut savoir parmi nos X critères, il faut aller voir tout de suite le bon, on perd beaucoup de temps. Après, le problème du stock screener, il y a 2-3 problèmes avec les stock screeners. Enfin, c'est pas un problème, c'est qu'il faut le connaître pour le corriger. C'est que comme on utilise uniquement des critères quantitatifs, forcément par définition, hein, on utilise la profitabilité, etc. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de travail à faire après sur le management, sur le produit, sur l'avantage compétitif, le moat, etc. Mais plus on a ce travail à faire sur un nombre réduit de boîtes, donc idéalement 100 ou moins de 100, plus on peut passer du temps pour faire une revue de qualité. Donc une fois qu'on a notre stock screener, qu'on a défini notre univers, donc ne prenez pas en compte ce que j'ai pris là comme critère, hein, j'ai vraiment fait ça, vous l'avez vu en 2 secondes, enfin même ça n'a aucun sens ce que j'ai fait. Donc une fois que vous avez votre univers d'investissement, vous avez pris par exemple les 100 meilleurs. Donc je l'ai dit, premier problème, manque de critères qualitatifs, mais ça après c'est notre boulot d'analyste et d'investisseur, etc. de le faire. L'autre risque qu'il peut y avoir, c'est que les comptes n'ont pas été, enfin c'est des données brutes si vous voulez, qui viennent des bilans et des comptes de résultats et des tableaux de flux de trésorerie des boîtes, ils n'ont pas été forcément correctement retraités et surtout sur certains secteurs particuliers, ça peut amener à ça nécessite de faire un retraitement. Les vrais analystes financiers vont faire des retraitements, donc c'est bien pour faire du boulot en gros. Là, on n'est pas en train de tailler un diamant, là, on enlève de la roche, on voit qu'il y a un diamant, on le nettoie un petit peu, on enlève tac, et puis on a un diamant brut, si vous voulez. Après, il faut regarder vraiment si c'est un diamant qui est de qualité ou non. Mais vous voyez, ça enlève vraiment pas mal de biais qu'on a ou d'aperçus. Voilà, typiquement sur Enphase Énergie, c'est Enphase, c'est une boîte que j'ai repérée, que je connais, mais que j'ai ressortie récemment grâce au stock screener et que j'ai remis dans ma... et même, non seulement je l'ai remis, mais j'ai acheté une petite
une petite position, et ça vient du stock screener. Jamais je n'aurais pensé à cette boîte. Pourquoi jamais j'y aurais pensé? Parce que historiquement, voilà, elle a fait partie de toutes ces boîtes qui se sont envolées, parce que dans le renouvelable, elle a perdu 50% depuis le début de l'année, etc. Et donc ça me l'a fait repérer. C'était au moment du creux, là, un petit peu coup de bol, mais voilà, elle est revenue, je l'ai analysée rapidement, j'ai mis une petite part. Pourquoi est-ce que je mets une petite position dans ce type de boîte, quand ça m'intéresse? Parce que ça m'oblige à la regarder. Donc maintenant, elle fait partie de mon portefeuille, petite position dans mon portefeuille, donc je sais que je ne vais plus la lâcher. Une fois qu'elle est dedans, c'est fini, quoi. Et je reviens sur un truc que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je ne regardais pas à ce niveau-là la valorisation. Pourquoi? Parce que là, dans l'étape où je définis mon univers, mon but, c'est de trouver une boîte de qualité. Je veux une belle boîte, une belle entreprise, il faut être précis. Je cherche une belle entreprise. Après, est-ce que l'action est une bonne action? Là, c'est variable. Par exemple, on a Nvidia ici. Nvidia, est-ce que c'est une belle entreprise? Évidemment que c'est une belle entreprise. Vous pouvez l'analyser, etc. Après, est-ce qu'elle est trop chère? Là, il y a des gens qui vont penser que non. Elle n'est pas trop chère. Il y a des gens qui vont penser que oui. Je fais plutôt partie des gens qui pensent qu'elle est un petit peu chère. Mais n'empêche que je veux la suivre, cette boîte. Voilà, parce que c'est une boîte de qualité. Les boîtes de qualité, je veux les suivre. Après, si elle est trop chère, elle est trop chère. Mais c'est pour ça qu'on a des watchlists. C'est pour ça qu'on a un univers d'investissement et un portefeuille qui sont deux choses séparées. Et c'est pour ça que lors de la définition de mon univers d'investissement, je ne regarde pas la valo. Et même, je trouve ça presque rassurant, si vous voulez, quand la valorisation est élevée. Alors attention, il ne faut pas que je tombe dans un nouveau biais, mais c'est presque rassurant dans le sens où tout le monde a vu que cette boîte, enfin en tout cas les investisseurs ont vu que cette boîte était belle. Elle se paye super cher pour cette raison. Après, moi je mets de côté et s'il y a une correction ou même le marché, c'est encore plus valide si le marché se crache, c'est là où il faut faire la chasse aux belles valeurs qui valent pas cher. Alors maintenant, je vais vous dire ce que je n'utilise pas comme critère pour mettre une action en portefeuille. Par exemple, ce que je ne vais pas utiliser, ça va être les fortes variations. Vous savez, quand une boîte perd 30%, quand une boîte monte de 30%, etc. Pour moi, à la base, c'est pas un critère. Vous savez, je fais pas d'analyse technique, je suis pas trop les prix, etc. Alors bien sûr, quand c'est une boîte de qualité sur lequel il se passe un mouvement comme ça, je vais suivre, mais ça ne va pas être une raison pour me dire tiens, il faut que j'analyse telle boîte. Voilà. Par exemple, je vois, je sais pas, la Worldline, moins 40% en 6 mois, pour moi, ça ne va pas me pousser à la mettre en portefeuille. Voilà, même chose pour toutes ces boîtes-là, c'est pas ça qui va me faire dire oh, une boîte a perdu à 30%, il faut que je m'y intéresse. Je pars du principe que, bon, déjà, si elle a perdu 30%, c'est potentiellement parce que c'est valide, mais surtout, si elle est intéressante, elle va ressortir à un moment pour moi dans un stock screener, etc., dans un article intéressant, ça va ressortir ailleurs que juste une variation de prix. Ensuite, ce que je n'utilise pas non plus, ça va être, par exemple, tiens, je m'intéresse à la robotique, donc je vais chercher une boîte de robotique. Ça, c'est une approche que j'ai pas. J'ai assez peu une approche top-down, comme on dit. J'ai beaucoup plus une approche de stock picking où ça c'est typiquement le stock screener. Je vais chercher des belles boîtes et après, s'il se trouve qu'il y en a 3 dans le même secteur et puis aucune dans un autre, je peux ajuster évidemment pour avoir un portefeuille qui soit bien décorrélé, voilà. Ça c'est évident que d'ailleurs c'est une des dernières étapes de ma checklist où je vérifie que c'est bien en adéquation avec mon portefeuille. Mais je vais pas avoir une approche comme ça. Je vais pas me dire je veux faire de la robotique, donc je vais chercher un ETF thématique robotique et je vais regarder ce qu'il y a dedans, par exemple. Le fait que ce soit sélectionné par un ETF thématique, pour moi, c'est pas du tout une bonne nouvelle, ni une mauvaise non plus, mais en tout cas, je me sers pas du tout de ça. Évidemment, dès que ce sont des entreprises à la mode dont on parle beaucoup, etc., j'ai plutôt tendance à me méfier qu'autre chose. Après, ça n'empêche pas d'aller sur... c'est typiquement ce que je fais très régulièrement. Je vais sur Zone Bourse, je regarde vite fait, tac, je regarde vite fait le compte de résultat, bilan, etc. Si vous voulez pas vous embêter, d'ailleurs, vous pouvez juste aller regarder la notation, surtout la notation investissement qui, note d'investissement 5 étoiles dans l'ensemble. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc si vous avez 5 secondes, effectivement, vous pouvez regarder la note investissement qui, à 4 ou 5 étoiles, vous dit déjà que c'est une boîte qui mérite qu'on s'y intéresse. Si vous avez un tout petit peu de temps à consacrer en plus, vous pouvez aller dans l'onglet notation ici et regarder un petit peu par rapport à son secteur et par rapport à son pays où se situent les principaux ratios financiers, la valorisation, le momentum, le consensus, etc. C'est vrai que moi, plutôt que cette vue-là, mais qui est intéressante aussi, qui permet tout de suite de voir un peu les points faibles de la société,
j'ai tendance à aller, parce que c'est mon truc aussi, hein, j'avoue, j'ai tendance à aller dans l'onglet finance parce que j'ai quand même l'habitude, donc en regardant un petit peu le compte de résultats, un petit peu quelques données de bilan, voilà, avec mes 5-6 indicateurs clés, je sais à peu près où se situe la boîte et où, si elle est intéressante pour moi. Pourquoi est-ce que c'est aussi rapide? C'est aussi rapide parce qu'en fait, c'est très facile de dire non. Donc moi, avec 5-6 indicateurs, je peux dire que cette boîte ne m'intéresse pas. Après, pour qu'elle m'intéresse, j'en ai encore 10, 15, 20 de plus à surveiller, sans parler de l'aspect qualitatif. Donc, une fois que j'ai ces boîtes-là qui font partie de mon univers d'investissement au sens large, je prends ma checklist, mais ça j'en parlerai une prochaine fois. Je prends ma checklist, je passe au travers. Ça c'est long, ça demande du boulot parce que toutes les données ne sont pas juste un chiffre à trouver dans un compte de résultat, un bilan ou autre. Ça demande d'étudier pas mal de choses à côté. Et une fois que c'est passé au travers de ma checklist, alors je regarde si c'est le bon timing. Et une fois, donc principalement en termes de valorisation, et si c'est le bon timing, est-ce que ça fit dans mon portefeuille actuel? Est-ce que ça doit remplacer quelque chose, etc. Mais c'est tout un process. Et donc le début de ce process, c'est ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est comment trouver en fait dans cet entonnoir qui parle de environ 4000 valeurs jusqu'à la fin, je sais pas, une vingtaine, enfin 10, 20 ou 30 ou 40 dans un portefeuille, comment on passe de ces 4000 à ces 10, 20, 30, justement, voilà, je vous ai parlé aujourd'hui de la première étape, comment on passe de 4000 à 100, 200, donc ce que j'appelle moi mon univers d'investissement. Mettez-moi en commentaire si vous avez un petit peu le même process, dans le sens si vous avez réduit votre univers d'investissement. Par exemple, il y en a beaucoup d'entre vous, je sais, qui traitent quasiment que des actions françaises. Donc déjà, ça paraît bête, mais ça réduit énormément parce que si vous prenez les 120 entreprises, plus grosses entreprises françaises, on va dire typiquement le SBF 120, qui couvre déjà beaucoup en termes de capitalisation boursière, beaucoup de sociétés cotées françaises, vous l'avez votre univers d'investissement. Voilà la centaine de valeurs que vous pouvez surveiller facilement. Donc vous avez les après sur des sites, voilà, pour suivre ces boîtes-là, les analyser, etc. Mais on ne peut pas comme ça juste démarrer sur les boîtes du monde entier et pas savoir sur lesquelles on doit taper, sur lesquelles on doit investiguer, etc. Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de Zone Bourse. Ça reste pour moi vraiment une référence et ça, je vous le dis très sincèrement. Évidemment, je le répète, la vidéo est faite en partenariat avec Zone Bourse puisqu'on a des liens, voilà, j'ai des liens affiliés avec eux. Mais honnêtement, dites-moi, non pas forcément, mais trouvez-moi des concurrents vraiment sérieux à Zone Bourse sur le marché français. Personnellement, je n'en vois pas. C'est vraiment le site le plus complet. Voilà, et c'est pour ça que je suis aussi catégorique quand je parle de mon partenariat avec Zone Bourse parce que je suis extrêmement content de pouvoir représenter ce site. Voilà pour aujourd'hui les idées d'investissement. Donc n'oubliez pas, mettez-moi ça en commentaire, que ça me donne des idées aussi de mon côté pour trouver de nouvelles belles boîtes. Allez, merci beaucoup, à bientôt.